Les locales à l'honneur avec un invité en direct dans le Grand Journal, avec la présence de Monsieur Raphaël Rapin, maire de la commune de Guissény et vice-président communautaire de la communauté Les Devins, Côte des Légendes, en charge de la compétence enfance-jeunesse. Portrait d'un homme, histoire d'une vie, nos gens et nos élus sur le son du pays, le 95.9 Radio Émeraude. Raphaël Rapin, Monsieur Raphaël Rapin, bonjour. Bonjour Monsieur Brunner, bonjour aux auditeurs de la radio du pays. Maire de Guissény, vice-président communautaire. Alors justement, si vous le permettez, on va parler de votre commune de Guissény. D'abord, c'est votre deuxième mandat. Oui, c'est mon deuxième mandat de maire. Vous avez été élu la première fois en 2008. Vous étiez venu d'ailleurs sur les ondes du 95.9. 2 mandats au niveau de maire, plus un mandat comme conseiller municipal. Oui, précédemment, j'avais été élu en 2001, effectivement, élu au conseil municipal. J'aurais tendance à dire tout simplement, mais voilà, on est dans une période aussi où des fois on se pose des questions en termes de vocation ou tout simplement d'engagement. Effectivement, je ne peux qu'inciter nos citoyens à se préoccuper de la vie de la cité, donc de chercher à prendre ce type effectivement d'engagement, parce que c'est là aussi où on peut apporter finalement sa contribution. Alors, quelques mots sur Guissény en chiffres. En chiffres, c'est toujours 25 km², ça n'a pas changé, à peu près 7 km de côte, voilà, avec effectivement ces derniers temps où j'ai eu le droit de me faire un petit peu chambrer suite à un article dans la presse locale et régionale, mais effectivement, Guissény a le sable le plus blanc et le plus fin d'Europe. Pourquoi on vous a chambré ? Parce que pour certains c'était une découverte, voilà, c'est tout, mais je pense que voilà, il ne faut pas renier effectivement les évidences. On a de très très belles plages sur la commune de Guissény d'abord, et après, comme j'ai tendance à le dire, on est sûrement l'une des plus belles communes de la communauté de communes. Voilà, la communauté de communes a beaucoup de richesses. Vous vouliez parler de chiffres, je pense qu'effectivement on pourrait parler que de Guissény, mais je pense que ce qui fait aussi la particularité des élus aujourd'hui du conseil municipal de Guissény, c'est finalement de plutôt avoir envie de s'ouvrir que de rester, on va dire, refermé sur soi. Et donc voilà, je vais traduire les chiffres en disant qu'on est une des communes de la communauté de communes. On contribue effectivement par son développement économique et touristique à l'attractivité du territoire. C'est quoi le développement économique ? Le tourisme, on peut le comprendre, mais sans ça... Mais les deux ne sont pas antinomiques. Je pense qu'il ne faut pas les faire rentrer dans un carcan, mais bien les travailler ensemble. Donc l'économie, c'est aussi vivre. Voilà, je pense qu'on peut s'imaginer faire des usines et finalement essayer d'y mettre des gens dedans, ou tout simplement se dire on a des gens et comment qu'on fait pour effectivement vivre ensemble, et dont le travail fait partie effectivement de la vie de tous les jours. Donc oui, c'est ce qui fait un peu notre particularité sur Guissény. On considère effectivement que beaucoup de gens contribuent à l'économie parce qu'ils sont issus, ou en tout cas ils contribuent au milieu associatif par exemple. C'est aussi de l'économie, ce n'est pas que des usines. C'est quoi pour vous la priorité d'un maire ? Être à l'écoute. Et puis ? Vous m'avez demandé une priorité, pas forcément... Il y en a d'autres. Non, mais bien évidemment, moi je pense que... Qualité de vie. Qualité de vie, oui, mais comme je vous le disais aussi, pas qualité de vie simplement comme, comment dirais-je, sur sa commune. Aujourd'hui, il faut regarder parce qu'on est tous interdépendants. Il a fallu quelques années pour que les uns les autres se rendent compte, mais on voit bien que dans les discours aujourd'hui, dans le cadre des politiques ou de la politique, dans le sens noble du terme, tout est interconnecté, quoi. On est interconnecté avec notre commune voisine, à droite, à gauche. On est en aval du bassin versant. Voilà, il y a plein de choses. Donc, qualité de vie, oui, on contribue finalement au bien vivre à Guissény, ce qui contribue finalement au bien vivre en Côte des Légendes, et ce qui contribue finalement au développement et à l'épanouissement de nos habitants. Alors bien entendu, le tourisme c'est important, mais aussi l'environnement. On sait que Guissény, depuis des années, c'est l'identité aussi Natura 2000. Alors Natura 2000 est effectivement, on va dire, un label ou une situation sur un espace de 600 hectares sur les 2500 hectares de C'est pas rien.
Ce n'est pas rien, mais en même temps, c'est une identité de la commune, très clairement. Je le dis très souvent, le Guissénien a fait attention. On a aussi fait des fois des erreurs, mais voilà, c'est en faisant qu'on apprend et qu'on essaye de corriger. Mais voilà, le Guissénien a toujours fait attention à son environnement, dans le sens large du terme. On n'a pas cherché forcément à bâtir la tranche littorale. On a essayé de garder la particularité aussi en arrière du pays, parce qu'on est commune littorale certes, mais vous doutez bien que sur 2500 hectares, on a aussi de la terre agricole, de la richesse, des bois, des chemins creux. Et donc oui, c'est toute cette composante-là qui fait que Natura n'est qu'un outil du développement de Guissény qui se fait on essaie de le faire de la manière la plus harmonieuse avec la nature. Et je pense qu'on y arrive plutôt pas mal. La vie associative ? La richesse. Ouais, la richesse. Oui, la richesse. Pour un maire, vous me demandez ce qui était le plus important, c'est effectivement être à l'écoute. Et puis après, qu'est-ce qui est hyper important, c'est d'avoir des habitants qui, justement, font de la politique, qui se prennent en main, qui essayent de faire les choses. Le milieu associatif est l'un de ces acteurs-là. Et donc, c'est réellement une facilité pour le conseil municipal et moi-même de les accompagner sur leurs projets. Alors, bien entendu, tout à l'heure, on va parler de votre compétence communautaire. Là, pour vous, étant que maire, premier magistrat de la ville de Guissény, le tourisme, c'est incontournable. Là, c'est le début de saison, là. Disons que, je vous disais tout à l'heure, on évite de faire des cases, de caler les gens voilà, dans des, comment dirais-je, dans des colonnes bien rigides. Je pense que tout est globalement transverse. Effectivement, le tourisme, il s'applique à nos propres habitants qui sont en vacances bien méritées après avoir travaillé quelques mois. Voilà. Donc aujourd'hui, la vie étant ce qu'elle est, c'est des fois aussi compliqué de partir en vacances ailleurs, découvrir d'autres pays. Donc déjà, rien que travailler, d'une manière égocentrique sur soi-même, comment je vis bien ma commune, comment je vis bien mon tourisme quand je suis en vacances, c'est primordial. Et donc effectivement, après ça, je peux que vous inviter à revenir écouter. Je pense que ça devait être aux alentours du 5 juin, le commentaire, ou en tout cas l'actualité sur Guissény que vous aviez pu mener avec Jacques Sarbonne. Ah oui, le ministre de la Culture et du Tourisme. Le ministre de la Culture, l'adjoint, voilà. Non, mais je veux dire, oui, effectivement, on souhaite d'abord bien vivre chez nous, donc on développe un certain nombre d'activités, d'abord avec les associations elles-mêmes, et ensuite on vient en complémentarité. Ça contribue effectivement au bien vivre. Ça contribue au fait que les gens, quand ils arrivent chez nous, ces fameux gens, comme vous disiez si souvent, s'y trouvent bien. On retrouve effectivement une animation qui leur colle tous les jours et qui leur va bien. Et ça permet effectivement, finalement, de dire qu'on a une ville qui s'épanouit et donc une communauté de communes qui s'épanouit. Vous en parlez avec beaucoup de force, justement, pour ce deuxième mandat. Vous êtes tranquille, épanoui. Le premier mandat était plus difficile pour les finances de la commune. Vous me trouvez peut-être épanoui et puis effectivement la radio... Si, je vous sens bien. Oui, la radio a changé aussi. Il y a des images aujourd'hui. Bon, oui, il y a des caméras. Je le rappelle aux auditeurs qui souhaiteraient... voilà, on peut voir les images. Donc, j'ai peut-être effectivement l'air épanoui et souriant, mais vous inquiétez pas, il y a toujours beaucoup de travail. On est des fois un peu là. Mais oui, je pense que une des composantes aussi des élus, du conseil municipal ou du maire, c'est toujours de montrer l'aspect positif des choses. Et là-dessus, voilà, je ne dérogerai pas, je dois être la personne la plus optimiste et d'avancer effectivement dans le sens positif de la commune. Donc on pourrait se plaindre, voilà. On a eu une situation qu'on a voulu, on a été la chercher, on s'est présenté aux urnes, on a été élu, donc effectivement on ne peut pas à un moment donné dire c'est les autres. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien changé. Donc je pense que, comme je le disais précédemment, quand on veut contribuer, on met les mains dans le cambouis, on triture tout ça, on essaye de faire du mieux qu'on peut. Les critiques sont toujours les bienvenues parce que je pense qu'il faut savoir écouter, même quand des fois l'écoute n'est pas forcément positive, lorsqu'il y a des gens qui arrivent avec effectivement leur petit grief ou leurs problèmes qui effectivement les préoccupent eux et que vous avez vous un regard un peu plus large, mais il faut savoir écouter tout ça. Donc oui, restons positifs, la vie est belle, on est plutôt en bonne santé les uns les autres, donc continuons. Ma dernière question sur Guissény, c'est comment dirais-je, l'aménagement du centre-bourg, hein, ça a changé. Aussi économie, l'achat au niveau d'un restaurant, etc. Il y a un développement économique à l'intérieur de l'intramuros de Guissény.
Ça me permet de faire peut-être un lien avec votre question précédente. Effectivement, en 2008, quand on est élu, on a des opportunités d'acquérir un terrain qui, dans les mandats précédents, a toujours été effectivement un souhait, mais voilà, les conditions n'étaient pas présentes à ce moment-là pour faire l'achat. Donc oui, nous avons eu cette opportunité-là. Ensuite, comme on avait besoin de bien comprendre ce qu'attendaient un peu les Guisséniens, on avait mené 2008, 2009 et jusqu'en 2010 en termes de réflexion, de sondage, d'études, avec des géoarchitectes de l'UBO de Brest pour essayer de sentir aussi quel était le besoin. En parallèle, ces années-là, on les a mis aussi au profit à justement parler avec nos autres partenaires de la communauté de communes en termes de développement économique. Et on s'est aperçu qu'un des leviers pour maintenir les commerces dans nos bourgs, c'est pas d'attendre justement, et là on ne peut que déplorer certaines politiques qui viennent finalement soutenir le dernier commerce. Je pense qu'il faut soutenir avant le dernier commerce, parce que quand le dernier commerce est en souffrance, c'est quasiment trop tard. Ouais. Voilà, donc oui, on s'est bien vite rendu compte qu'il fallait répondre à un besoin qui était sollicité par les habitants. Alors effectivement, ça remonte en 2010, donc les gens vont vous dire, mais c'était il y a 8 ans. Mais oui, le temps d'une collectivité est beaucoup plus lent, le temps de tout mettre en œuvre que la vie de tous les jours. Mais voilà, on a souhaité développer cette activité économique, de permettre effectivement aux bâtiments de répondre aujourd'hui à un type d'activité économique, mais demain peut-être de répondre à un autre, parce que c'est bien un bâtiment public, on souhaite le garder. On souhaite, là, aujourd'hui, mettre un restaurant, mais dans le cadre d'une délégation de service public. Ce n'est pas un bail. On n'a pas vocation à être une agence immobilière qui mettant à disposition de privés des locaux commerciaux. C'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, c'est bien de développer là-dessus un service public. Un service public qui pourrait être juste un endroit où on peut faire des expositions. Vous parliez tout à l'heure de la richesse, effectivement, des animations. De gens qui exposent. On a de nombreux artistes et sur notre commune et sur la communauté de communes. Donc voilà, avoir des lieux d'exposition, des choses comme ça fait partie des services publics. Et donc oui, je pense qu'aujourd'hui, ce restaurant va sortir de terre. Je me permets, vu que je suis justement à la radio, et de pouvoir toucher un peu plus d'auditeurs. Effectivement, après, c'est une question aussi de temps. On travaille avec un bailleur social qui nous accompagne dans la maîtrise d'ouvrage, et je salue BMH aujourd'hui. Après, c'est les marchés publics qui sont des fois avec des contradictions, ce qui fait qu'on a pris déjà 4 mois lorsqu'on a voulu effectivement nommer les entreprises, etc. Ce qui fait que ça décale toujours d'autant. En même temps, mettons, comme je vous le disais tout à l'heure, regardons le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, ça nous permet effectivement de trouver demain le bon délégataire. Voilà, donc le restaurant, il devrait ouvrir fin du 3e trimestre de cette année. Raphaël Rapin, je vous remercie. Dernière question sur Guissény. Qu'est-ce qui fait la force de votre commune ? Les habitants. Les habitants. Les habitants. Nos gens, quoi. Nos gens, tout à fait. Notre invité en direct dans le Grand Journal avec la présence de M. Raphaël Rapin, maire de la commune de Guissény, vice-président communautaire de la communauté Les Nevins Côte des Légendes en charge de la compétence enfance-jeunesse. Et ça sera notre 2e volet. Raphaël Rapin, 2008 élu pour la commune de Guissény, et vous êtes présenté au niveau de la communauté de communes pour un mandat de vice-président communautaire, enfance-jeunesse à l'honneur. Vous avez été élu 2 fois, c'est votre 2e mandat, on en parlait tout à l'heure. Enfance-jeunesse, c'est une compétence, mais aussi une politique. C'est quoi cette politique enfance-jeunesse, famille communautaire ? Alors, resituons effectivement le contexte. Aujourd'hui, la compétence, déjà en 2008 et encore en 2014, la compétence enfance-jeunesse au niveau de la communauté de communes n'est finalement qu'une partie intégrée de la compétence des communes, sachant qu'aujourd'hui, toutes les communes détiennent la politique enfance-jeunesse. C'est-à-dire qu'elles peuvent faire les choix sur les modes de garde des 0-3 ans ou des 3-12, les animations, les activités. Elles peuvent décider d'aider le transport, elles peuvent décider d'aider les jeunes à trouver un logement. Voilà. Ces compétences sont toujours encore aujourd'hui dans les communes. Et ce soir, au bureau communautaire, d'ailleurs, nous aurons une présentation et peut-être une orientation à prendre dans les mois qui viennent sur le transfert de la compétence 0-3 ans et 3-12 ans.
Cela étant dit, le rôle de la communauté de communes est d'accompagner ses communes membres, et c'est ce que l'on a essayé de mettre en place dès 2008, avec un regard, on va dire, une équité de traitement pour tous les enfants du territoire, et comme vous le disiez tout à l'heure, et donc de toutes les familles du territoire. Alors, c'est un champ très large, on peut intervenir sur différents domaines, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, effectivement, après, on est aussi lié par les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour développer cette activité. Alors, au niveau de cette politique enfance-jeunesse, je dirais que vous proposez plusieurs services. Alors oui, effectivement, le service enfance-jeunesse en 2008, c'était 3 agents. Aujourd'hui, on est 5 et avec un responsable de service et 4 animateurs qui proposent effectivement un certain nombre d'activités au niveau de l'animation d'abord. Ensuite, qui propose un certain nombre aussi d'activités dans le cadre, on va dire, de la coordination. Mais bon, le mot, je trouve aujourd'hui qu'il est un peu galvaudé. On vient en soutien finalement à l'ensemble des acteurs du territoire. Vous êtes partenaire. Alors oui, partenaire, et j'en profite et j'essaie de le réexpliquer. Aujourd'hui, on a besoin effectivement de l'ensemble des habitants de la communauté de communes finalement pour essayer de faire que nos jeunes se sentent bien sur notre territoire et que nos jeunes puissent passer sereinement à la vie d'adulte qui n'est pas toujours simple. Voilà. Et donc, très, très simplement, on souhaite, nous, mettre en place un certain nombre d'accompagnements. Et dans ces accompagnements, par exemple, on a vu aujourd'hui que la communauté de communes, lors de son dernier budget, a voté une ligne budgétaire de plus de 20 000 euros pour pouvoir mettre, par exemple, en place des formations auprès des professionnels ou des bénévoles. Alors vous me direz, ça flèche qui ? Des associations, par exemple des associations sportives qui souhaitent effectivement demain travailler sur une activité qualifiante pour un bénévole, ou alors effectivement pour accompagner des professionnels lorsqu'ils ont besoin de formation. Donc ça aussi, c'est un accompagnement qu'on essaie de développer parce que ça fait partie justement des compétences. Et depuis des années avec le BAFA pour les jeunes. Alors depuis des années avec le BAFA, la méthode a changé. Hier, on contribuait financièrement effectivement à prendre en charge 50% du reste à charge des jeunes. Et puis finalement, on s'est rendu compte que si on faisait quelque chose de local, effectivement, ça évitait de générer des frais. Ça se fait à une période donnée dans l'année. Et ça fait des économies d'échelle, on va dire, pour tout le monde. L'autre avantage, c'est que finalement, ces jeunes qui étaient finalement chaque fois individuellement face aux interlocuteurs de la communauté de communes, finalement s'inscrivent, on arrive dans un groupe, on est constitué, ça crée du réseau, ce qui permet effectivement aussi de trouver du travail derrière pour ces jeunes-là, ça leur permet de s'épanouir. Et nos structures, qu'elles soient en gestion directe, en délégation de services publics ou gérées par le monde associatif, trouvent aussi du personnel qualifié pour pouvoir les aider. Justement, au niveau de votre compétence, peut-être que vous allez prendre plus de compétences et s'occuper des tranches d'âge. Comment vous allez travailler avec les autres associations ? Alors, je ne vais pas traduire ou trahir en tout cas comment dirais-je, le rendu du travail du cabinet Scope Repère, mais aujourd'hui, il existe effectivement un certain nombre d'interrogations des structures, celles qui sont en délégation de services publics, en se disant si la compétence n'est plus communale mais communautaire, comment va se traduire le marché ? Si moi, monde associatif qui était à l'initiative effectivement du développement, par exemple, d'un accueil de loisirs, si demain c'est la communauté qui le reprend, est-ce que j'aurais toujours vocation, moi, à être le premier interlocuteur et à l'initiative de l'animation ? Alors, je ne connais pas l'acronyme exact, mais il existe aujourd'hui dans les textes effectivement réglementaires la capacité de gérer finalement cette compétence, par exemple, comme elle est gérée aujourd'hui, en intégrant effectivement le monde associatif, les régies directes et les délégations de services publics ou les marchés publics, pour être plus général, dans le transfert de compétences demain, sans qu'on soit effectivement obligé d'uniformiser les modes de gestion. Ça ne sera pas au détriment des associations. Il ne faut pas que ça se fasse au détriment des associations. Le but, c'est d'être meilleur. Elles sont déjà très bonnes, donc effectivement, il y a une marche à franchir, mais le but, ce n'est pas de recréer ce qui se fait très très bien. C'est simplement d'être en accompagnement.
Ce soir, par exemple, sur l'aspect, on va dire, restitution du marché qu'avait Scope Repère de la compétence 0-3 ans, on va s'apercevoir effectivement qu'il y a un certain nombre de communes qui étaient très volontaristes et qui ont engagé des deniers publics importants, justement pour répondre à un besoin d'abord de leurs habitants, et ensuite, à un moment donné, de répondre aussi aux besoins d'habitants des communes qui habitent la communauté de communes, mais dans la commune de base, d'habitation, n'était pas forcément comment dirais-je, à l'initiative et ne prenait pas non plus part ni au fonctionnement ni à l'investissement de ces outils-là. Donc d'une part, ça va permettre effectivement de traduire la volonté politique de ces communes qui étaient finalement novatrices et qui souhaitaient, par rapport aux autres communes, qui souhaitaient faire de la politique auprès de leurs habitants, qui ont contribué finalement à un service aussi pour les habitants dans un périmètre beaucoup plus large. Et ça, déjà, ça va être un point important de pouvoir dire, effectivement, il y a des gens qui ont entrepris. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas, comment dirais-je, mettre les gens en opposition dans le transfert de compétences. Le transfert de compétences a vocation, effectivement, qu'à un moment donné, il n'y ait qu'un interlocuteur. Or, la commune, par exemple, lorsqu'elle était en gestion d'une structure, devait discuter avec les 13 ou les 14 autres communes, par exemple. Ça nécessitait 14 ou 13 conventions. Aujourd'hui, il n'y en aura plus qu'une seule. Il y a une vraie volonté, en tout cas, que les services puissent être accessibles à l'ensemble des habitants de la communauté de communes. Ce qui veut dire qu'au-delà de ce slogan-là, il y a une vraie prise en compte de la part des élus. Vous évoquiez tout à l'heure pour vous Guissény, mais ce n'est pas que Guissény. Et je pense qu'effectivement, les autres maires, c'est pareil. Ce n'est pas forcément l'Esneval, le Folgoat, etc. C'est vraiment comment je fais pour que les habitants, en fonction effectivement de leur vie de tous les jours sur notre territoire, puissent avoir accès à ces services-là. Et je pense que, voilà, en partant de ce préambule-là, en n'ayant pas forcément mis l'argent d'abord, ça nous permet effectivement d'apporter un certain nombre d'éléments de clarification qui nous permettront à un moment donné effectivement de parler des Guénèques, parce que dans le Lyon, les Guénèques, c'est important, mais n'empêche qu'aujourd'hui, on a une communauté de communes qui est plutôt gênement gérée. On a des possibilités de fonctionnement et donc il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, autour de la table, on a toujours su coopérer, on ne trouve pas une coopération qui puisse être au service de l'ensemble des habitants du territoire. Et indirectement, il y a un cahier des charges qu'il faut respecter au niveau de ceux qui financent aussi, comme la CAF. Oui, mais la CAF, c'est pareil, elle va trouver un intérêt dans le cadre effectivement de ces politiques, d'avoir un interlocuteur qui gère... Au lieu d'en avoir d'autres, oui. Au lieu d'avoir la multiplicité des... Des fois, c'était une association, des fois, c'était effectivement une collectivité. Donc, voilà, ce sera beaucoup plus simple aussi. Alors, on parlait de compétences enfance-jeunesse, mais avec différents services. On va parler du PIGE, le point information jeunesse. Ça fait partie de l'enfance-jeunesse, ça. Alors, oui, ça, c'était un des points forts du mandat précédent. On avait souhaité, effectivement... trouver un lieu où, on va dire, un centre de ressources. Mais dans le sens très général du terme. On avait ressenti, après avoir fait un certain nombre d'interrogations des jeunes du territoire, qu'il manquait à un moment donné un endroit centralisateur pour donner l'information. Je me permets juste de rappeler aussi, je me permets beaucoup de choses aujourd'hui apparemment. Allez-y, c'est votre émission, monsieur Raphaël Rapin. Je rappelle que vous avez été invité par notre président Gérard Mitsovic. Donc merci. Nous le saluons, je crois qu'il est avec son jardinier là. Oui, on le salue. Oui. Bonjour Gérard. Bonjour. Et donc effectivement... du coup, Gérard me fait perdre le fil. Non, mais on parlait du PIGE. Voilà, on parlait du PIGE. Voilà. Et je veux dire, on sait d'abord, disons, pour faire de la politique, même que ce soit de la politique jeune ou enfance, on a besoin aussi d'interroger les utilisateurs. C'est pas péjoratif quand on dit on fait la politique. Si, moi je trouve ça totalement péjoratif. C'est simplement d'abord, des fois, se rappeler comment on était jeune et comment on voulait que les choses évoluent. Simplement, lorsqu'on est décideur public, de se retourner vers les autres en leur demandant mais finalement si je fais ça, est-ce que tu crois que c'est bien ou qu'attends-tu de ma part? Donc toutes ces interrogations on les avait eues et donc on avait interrogé à peu près 500 jeunes du territoire et qui nous avaient répondu. Le mal aujourd'hui de notre siècle, c'est effectivement on a plein d'outils pour communiquer, Alors Facebook s'est dépassé alors qu'à l'époque c'était hyper innovant et c'était plutôt
un support qui était pas mal. Juste pour dire qu'effectivement, le mal du siècle, c'est sûrement la communication, parce qu'on a trop d'outils de communication et les jeunes ne savaient pas où aller chercher l'information. Vous parliez du BAFA tout à l'heure, qui peut me renseigner? Je crois que c'est à la communauté de communes, et donc effectivement, les jeunes se déplacer à la communauté. Voilà. On voulait faciliter effectivement les repères et en même temps pas institutionnaliser les sites, parce que quand vous allez à la mairie, c'est une administration, quoi. Pour un jeune, il faut y aller, il faut pousser la porte, c'est pas toujours évident. Donc on avait décidé effectivement avec Joël Marchadour, à un moment donné, parce qu'un pige existait déjà il y a quelques années sur le territoire. Aux centres sociaux. Et puis après, il a évolué avec son temps. Et on s'était beaucoup interrogé sur le fait de est-ce qu'on ne réinvente pas ce qui existait et qui ne marchait pas. Finalement, je crois qu'on a eu raison. On a inauguré le pige dans le mandat dernier et on voit aujourd'hui qu'effectivement, il est repéré. Il est repéré par les jeunes, il est repéré aussi par d'autres acteurs, on va dire, éducatifs des jeunes, les écoles, les associations, les parents. Voilà. Donc, je trouve effectivement que c'est un outil qui est là pour eux, qui doit effectivement répondre à leurs interrogations. Alors, ils n'auront pas la réponse immédiatement, mais voilà, c'est vraiment un lieu de ressources qui fonctionne. Alors, ça touche quelle tranche d'âge? Il n'y a pas de tranche d'âge. 0,99, quand vous êtes grands-parents, vous voulez parler de sexualité, peut-être, des fois vous ne savez pas, vous pouvez aller chercher... À 99 ans, parler de sexualité quand même. Oui, mais avec des jeunes ados, c'est peut-être un peu plus compliqué. Vous verrez quand vous aurez des petits-enfants. J'en ai une, donc voilà. Voilà. Alors, justement, le point information jeunesse, en plus, c'est stratégique. Ce point, il est physique, c'est pas un point comme ça. Il est situé place Le Flot à Lesneven, stratégique avec toutes les écoles qui sont pas loin aux alentours. S'il fallait donner un exemple, et il y en a plein d'autres, mais un exemple de la manière dont effectivement les élus communautaires sont capables aussi de travailler en synergie et de répandre à un moment donné, c'est celui-là. On est dans un local de la ville de Lesneven, que la ville de Lesneven a mis à la disposition de la communauté de communes, pour l'ensemble des habitants de la communauté de communes. Voilà, avec des volontés qui, au départ, n'étaient pas évidentes à faire concourir. Et puis finalement, le président, à l'époque, a su mettre tout le monde autour de la table, a bien peser les choses, et quand le choix a été fait de l'ouvrir, c'est que toutes les questions avaient été éludées. Alors, on voit une autre compétence aussi pour les jeunes. Avec l'alcool, il y a la prévention, il y a un autre service. Vous collez l'alcool aux jeunes? Mais excusez-moi. Les dépendances sous toute forme. Voilà. Oui, mais au-delà de ça, je veux dire, même les dépendances sous toute forme, et là, je m'inscris souvent en faux au sein du CSPD, parce que quand on parle effectivement de sécurité et de prévention de la délinquance, bien souvent, le regard de tout le monde, c'est « et les jeunes ». Mais les jeunes ne sont pas les plus incivils. La loi s'en faut. Par contre, effectivement, ils ont besoin à un moment donné qu'on puisse les aider à se découvrir, parce que finalement, je pense que vous, comme moi, M. Brunner, quand on était plus jeune, on a souhaité aussi de temps en temps transgresser, essayer, voilà. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus compliqué. Je ne vais pas dire que les jeunes sont en errance, bien au contraire, je pense qu'il y a plein de jeunes qui vont très très bien, et quand je dis jeunes, il n'y a pas de tranche d'âge, là, je pense qu'il y a une majorité quand même de personnes qui vont relativement bien. Il ne faut pas non plus tout le temps dresser, une situation dramatique. Par contre, oui, comment faire pour aider un peu ceux qui sont en errance ou en difficulté? Et là, c'est vraiment... Parfois, ils sont en errance, mais dû aussi à la famille, ou la famille a elle-même des problèmes. Mais à des contextes d'alcoolisme, au sein de la famille, à des contextes professionnels, à des contextes... effectivement, c'est le sens de la vie. Et comme je vous disais, c'est pas toujours évident pour un jeune non plus d'aller pousser la porte en mairie en disant j'ai un souci. Donc le CSPD, c'est un des outils aussi qui nous permet... on va dire, de vulgariser et d'apporter des réponses au sein des établissements scolaires, au sein effectivement des associations lorsqu'elles le demandent. On a fait la fête du sport depuis quelques années. C'est aussi pourquoi? C'est pour valoriser avant tout, on va dire, les acteurs qui encadrent effectivement toutes ces activités sportives, mais aussi leur dire, si vous avez
pour faire connaître les réseaux. Si vous avez des interrogations, on a effectivement le PIGE, on a le CSPD, on parle des fois des gendarmes, et les gendarmes, effectivement, ils sont dans leur rôle. À un moment donné, on préfère tous ne pas les voir, mais quand ils sont présents, c'est souvent que la situation est pas forcément jolie. Donc, ces personnes-là aussi, elles ont des réseaux qui nous permettent effectivement d'apporter la sensibilisation, d'apporter effectivement de la prévention pour qu'effectivement on puisse prévenir, mais dans le sens large du terme. J'aime pas qu'on se limite aux jeunes, quoi. Il faut quand même se rappeler que la prévention, la sécurité de la délinquance, c'est pas que les jeunes, et j'insiste. Alors on parlait justement avec les problèmes sur le plan familial, hein. Ça c'est très important. Alors justement il y a des actions, il y a des conférences, il y a des rencontres avec des gens qui rencontrent des jeunes, mais aussi les familles. Oui, il y a d'abord des acteurs associatifs et professionnels qui travaillent, et des collectivités, pardon, parce que je voudrais pas qu'on me dise. Mais voilà, il y a plusieurs acteurs aujourd'hui sur la communauté de communes qui travaillent, sans parler des acteurs institutionnels qui sont le département, etc. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'animations, de points de rencontre, de conférences qui se font, parce que lorsque vous êtes aussi des fois parent, que vous avez un enfant qui finalement travaille un peu moins bien à l'école, parce qu'on est toujours dans le jugement, et c'est ça qui est un peu dommage dans cette société d'aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on réponde à des canaux, il faut qu'on réponde à des canons, il faut qu'on réponde à des critères, il faut qu'on nous rentre dans des cases, il faut qu'on soit bon à l'école, il faut bon en sport, il faut se lever très tôt le matin, il ne faut pas traîner pour aller à la garderie, il faut être bon à l'école, il faut rentrer le soir, il faut vite faire ses devoirs. Voilà, c'est aussi des fois compliqué. Et quand on n'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait alors ? Comment ça, on n'est pas bon ? On n'est pas bon dans quoi ? Donc faut se battre alors. Non, d'abord, on n'est pas bon dans quoi ? On peut ne pas être très bon à l'école. Et alors ? On peut être très bon dans une autre activité, on peut être très manuel, voilà, il y a chacun de trouver sa voie. Faut pas montrer du doigt, quoi. Non, il faut être indulgent. Rappelons-nous comment on était. Je veux dire, moi, je me rappelle une de mes premières rencontres, une fois que j'ai été élu, c'était sur des incivilités. Et puis, la personne, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je t'ai entendu, mais cependant, est-ce qu'on peut juste parler d'il y a quelques années ? Toi-même, tu n'as jamais fait. Et c'est là qu'on s'aperçoit que si. Donc, comme je dis, à un moment donné, il ne faut pas être dans le pardon, quoi, mais il faut rester indulgent, rester humble, regarder les situations, essayer d'accompagner. Il y a des fois des jeunes qui, dans la rue ou dans un square, veulent juste se faire voir, et lorsqu'on commence à leur parler, lorsqu'on leur prête une attention, finalement, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas si fermés que ça, qu'ils sont prêts à dialoguer avec vous, qu'ils sont plutôt ouverts. Donc oui, moi je suis plutôt optimiste aussi. C'est l'ouverture et le dialogue, votre politique. Mais de toute façon, vous pouvez vous cloisonner et avoir peur de l'autre, ça ne changera rien. Dans ces cas-là, il faut aller vers l'autre, effectivement. Alors, l'enfance-jeunesse est aussi votre deuxième mandat, mais dans le premier mandat, vous avez récupéré, c'était toujours bien entendu le, comment dirais-je, communautaire, le centre socio-intercommunal, vous l'avez fait passer, hein, intercommunal de la Côte des Légendes, mais c'était un gros vaisseau fantôme qui avait quelques problèmes, vous l'avez remis sur pied, et puis on a inauguré le nouveau centre socio avec une nouvelle équipe qui est là. Ça y est, c'est parti, c'est réglé tout ça. Je vais rebondir sur votre raccourci parce que... Il faut faire attention de ne pas tomber quand on rebondit, mais je vous écoute. Ah, mais je veillerai à ne pas tomber, mais vous me rattraperez dans le pire des cas. D'abord, le centre socio, il n'était en 2008 et précédemment, lorsqu'il avait été intégré à la communauté de communes en 1995, qu'en partie communautaire. Voilà. Et c'est là que... C'est vous qui avez créé l'intercommunalité du centre socio. Non, elle existait déjà, mais j'explique, il y avait deux associations. Il y avait une première association qui était effectivement une association qui gérait le bâtiment, qui lui était issu d'un syndicat à vocation unique, 17 communes qu'il avait créé, et qui avait créé aussi à l'intérieur effectivement du personnel pour qu'on travaille sur les accueils de loisirs, mais aussi sur l'animation près des jeunes. Quand la communauté de communes s'est créée en 1995, elle a intégré le bâti. Et très vite, s'est posé la question, mais une fois qu'on a le bâti, est-ce qu'on devient aussi finalement l'organisateur de l'animation des familles, des enfants ? Parce qu'un centre socio-culturel, je vous rappelle aussi que c'est les habitants de base qui font les choix des animations, les choix des activités. C'est vraiment à leur initiative. Si la décision devait être que politique,
Je veux dire, on n'a qu'à créer finalement une branche. Vous parliez du ministre tout à l'heure, comment dirais-je, de la culture. On crée effectivement un ministère ou un adjoint à l'animation et puis on fait pour les gens. Non, les gens savent s'entreprendre et c'est tout le sens aussi d'un centre social. Centre social qui a plutôt vocation à être dans une ville ou dans des quartiers. Parce et héberge des associations aussi. Et héberge des associations où à l'initiative, entreprend, expérimente et quand ça marche... J'aimais bien l'identité. Avant, on n'appelait pas ça un centre social, on appelait ça une maison pour tous. J'aimais bien aussi. Je ne sais pas si ça s'appelait une maison pour tous ici, mais bon, toujours est-il que... Non, mais j'aime bien cette expression, voilà. Peut-être, mais après, à vérifier dans quel cadre on parle, parce qu'une maison pour tous, ça peut aussi avoir un aspect juridique. Donc je préfère rester... C'était l'identité, maison pour tous. Comme maison familiale ou famille rurale, par exemple. Oui, mais une maison familiale, par exemple, aujourd'hui, vous avez beaucoup de maisons familiales, mais qui ont un sens éducatif et qui sont... Voilà, des écoles, donc voilà. Donc, enfin, je vais me permettre de ne pas aller au-delà, je vais revenir sur le centre social. Très bien. Donc on avait effectivement une première activité qui était la gestion du bâtiment et donc une association qui gérait l'animation. Un interlocuteur important, le département certes, mais aussi la CAF. Et l'idée qu'on a, parce qu'il y a un centre social, c'est un agrément de la CAF qui découle effectivement sur des financements, mais aussi sur un projet pour 4 ans. Donc l'idée, c'était de dire quoi ? Est-ce qu'on fait un genre de truc pour avoir des sous de la CAF ? C'est pas notre sens. Quel est notre frein ? Notre frein, c'est effectivement d'avoir 2 entités qui gèrent, tantôt le bâtiment. Quand je décide de faire effectivement un atelier de peinture, il me faut des locaux. Qui gère les locaux, c'est une autre association. Donc la discussion était un peu compliquée, un peu pénible. Et donc l'idée a été effectivement de créer une fusion des 2 associations et que ça devienne une gestion associative. Voilà. Et là-dessus, effectivement, ça a mis un peu de temps parce qu'il a fallu trouver des nouveaux repères. Il a fallu effectivement expliquer. Parce qu'avant 1995, effectivement, il n'y avait qu'une association de gestion, ce qui était les 17 maires. Et ensuite, il y avait une directrice et du personnel qui faisait l'animation. Et tout était, on va dire, décidé politiquement. Donc, on voit bien qu'il y a eu un décalage pendant un certain temps. Et donc, effectivement, des habitants souhaitaient que ça reste associatif. On a effectivement fait cette fusion, mis une gestion associative en place, qui, là, a fallu un certain temps pour qu'elle puisse rebondir, parce que voilà, le rythme n'était plus le même, ça demande une grosse implication. Comme je disais souvent à la présidente, par exemple, c'est qu'elle avait un budget des fois plus important en fonctionnement que certaines petites communes de la communauté de communes. Voilà. On était sur des budgets de 750 000 €. C'est pas rien. C'est pas rien. Il y a des communes qui n'ont pas ça. Donc voilà, oui, c'était un gros outil, un gros paquebot qu'il a fallu apprivoiser. Mais ouais, je profite là pour remercier effectivement les administrateurs du centre social qui se sont mobilisés pendant plusieurs années, qui ont donné du temps, qui tantôt ont lâché parce que voilà, on était appelés à... On peut saluer Gérard Coquerel par exemple. Gérard, oui, bien sûr, mais comme plein d'autres, voilà, ça c'est la vie qui veut ça. Mais voilà, si on n'avait pas trouvé ces acteurs-là non plus en face, on n'aurait vraisemblablement pas pu faire. Et voilà, ça fonctionne aujourd'hui. C'est parti sur... Voilà, c'est parti pour tirer des bords et naviguer sereinement. Et puis avec un nouveau bateau, avec un nouveau navire. Disons, après travaux, quoi. Il a été retoiletté, mais en plus, après, ça répond aux besoins, voilà, et puis ça vient en complémentarité aussi de la vie locale, voilà, des habitants qui en ont besoin, donc très bien. On va revenir un petit peu sur les animations. C'est vrai qu'avec Solène Madec et toute l'équipe, on voit aussi que les jeunes, il y a des camionnettes, 2 petits camions touristiques. Vous allez chercher les enfants pour les amener dans une animation sur la plage. Il y a aussi les navettes avec les carbillons, etc., avec tous les horaires de plage d'été. Ça marche bien, tout. Aller chercher les gens de la ville de l'Esdevin pour les emmener sur les plages. Voilà une belle idée. Ou inversement, aller chercher, oui, absolument. Aller chercher les jeunes sur la plage pour les emmener à l'Esdevin, faire une activité, oui. Là aussi, on parlait de compétences tout à l'heure. La communauté de communes a demandé un agrément. Ça y est, j'oublie les mots. Accueil de loisirs, sans hébergement, mais en plus sans structure, hors sol qu'on appelle ça. C'est-à-dire qu'elle s'appuie sur les structures communales pour développer des activités. L'idée qu'on avait eue à ce moment-là, c'était pareil, je vous parlais tout à l'heure effectivement d'avoir pris un peu la température du territoire. Certains jeunes disaient, nous quand on veut faire quelque chose, il faut aller sur l'Esdevin, il faut aller sur...
Et donc, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de communes avaient quand même de jolis équipements, des salles omnisports, des skateparks, des choses comme ça. Et on s'est dit, ce serait peut-être sympa aussi, au lieu d'emmener tout le monde sur les Levins, finalement, d'emmener les gens à découvrir les autres communes. Et puis, les mêmes gamins, bien souvent, se croisent à un moment donné ou à un autre à l'école à l'Isle-de-Vin. Donc, on s'était dit que ça pouvait ne pas être déconnant et ça permettait de remettre un peu de vie dans les cœurs de bourg, par exemple. Et donc, cette activité fonctionne plutôt bien. Je ne saurais plus vous donner combienième d'année qu'on le fait, mais voilà, vous avez le choix. C'est 2 jours minimum avec une action consommable parce qu'il y a des choses un peu, on va dire, un peu plus ludiques. On vous emmène faire du kart ou de l'acrobranche ou des choses comme ça, mais il faut choisir aussi une activité un peu plus culturelle. Ça permet aussi justement de découvrir autre chose et de faire ce qu'on n'aurait pas forcément fait. Voilà. Donc tout le projet pédagogique avait été monté comme ça. Et donc ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a un taux de remplissage plutôt intéressant. Indirectement aussi sur le plan communautaire au niveau de cette compétence enfance-jeunesse, vous travaillez aussi avec différentes structures et vous financez tout au long de l'année comme le centre nautique de Brignogan. Alors, on finance, je vais parler du centre nautique de Brignogan, mais comme tous les autres centres nautiques, le financement qu'on a là, effectivement... Pour les scolaires, pour plein de choses, oui. Alors, pas forcément pour plein de choses, mais essentiellement pour les scolaires. On a, dans ce mandat-ci, très tôt, en 2014, validé effectivement le fait qu'on allait continuer à soutenir les centres nautiques parce qu'on y voit là un outil de développement touristique, économique. Économique, pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des professionnels dans ces structures-là. On a souvent tendance à l'oublier, mais ce sont aussi des entreprises, à un moment donné, même si elles ont un statut différent. Voilà. Donc la communauté de communes a effectivement réfléchi, proposé effectivement de soutenir ces centres nautiques dans le cadre de l'activité de nautique scolaire. Ouais. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a repéré un certain nombre d'activités possibles. Dans le cadre du projet pédagogique des écoles ou des collèges, des lycées, la communauté de communes prend en charge le transport et, derrière, donne un coût pour permettre effectivement à ce que le coût soit possible pour les établissements scolaires. La seconde aide, elle est aussi pour soutenir les communes dans le cadre des animations ou des activités jeunes ou enfants, dans le cadre des accueils de loisirs et aussi dans le cadre effectivement de certaines actions associatives ou autres par des subventionnements. Et là, la communauté de communes propose souvent de verser une subvention qui est travaillée bien en amont avec les structures et avec la commission enfance-jeunesse. Et on a, nous, souhaité effectivement, rendre, une équité dans le traitement des subventions. Donc on doit répondre à un certain nombre de critères du type, ça doit être accessible à l'ensemble des enfants de la communauté, parce que si effectivement je souhaite moi développer une action sur Ghiseni que pour les Ghiseniens, je ne vois pas pourquoi je solliciterais des fonds communautaires. Ouais. La communauté n'ayant pas d'une part la compétence, mais ayant ce souci de travailler dans un établissement public de coopération intercommunale. Donc effectivement, on a trouvé du sens dans le mot épique tel qu'est constituée la communauté de communes, et on s'est dit qu'on allait rendre ça un peu plus équitable. Et donc, on a un certain nombre de petits critères qui nous permettent de dire à un moment donné au conseil communautaire et à la commission des finances, en proposant pour tel séjour, Mais voilà, il faut rappeler qu'effectivement, on vient soutenir les communes, même si on soutient directement les structures, parce que pour équilibrer leur budget, si elles n'avaient pas cette subvention-là, bien souvent, elles iraient taper les communes. Le budget communautaire au niveau de cette compétence enfance-jeunesse, il est important ? Pas assez à mon sens. Pas assez, Non. Pour revenir, effectivement, il est important, d'abord parce que... effectivement. Peut donner un chiffre ? Je ne le connais pas par cœur, vous demanderez ça à Brigitte Tromoez, elle gère ça beaucoup mieux que moi. Oui. D'abord, la masse salariale... Le budget était important quand même. Le budget... D'abord, le choix effectivement des élus communautaires qui sont aussi des élus communales, c'est effectivement de soutenir effectivement les habitants de notre territoire. Alors, il y a des choses qui fonctionnent, il y a d'autres... Vous vous sentez soutenu, Raphaël Rapin, avec vos collègues élus dans votre politique ? Mais bien sûr, depuis des années, on peut se dire que des fois, ça ne va pas assez vite, on voudrait aller un peu plus vite, mais
c'est le temps de l'appropriation. Effectivement, on ne va pas tous forcément à la même vitesse. On a besoin de comprendre les choses quand on décide et quand c'est des deniers publics ou des politiques qui comment dirais-je, impliquent. L'élu a besoin de comprendre. Il a besoin de ce temps d'appropriation. C'est légitime. Il ne faut pas essayer d'aller trop vite. Cependant, on a toujours été soutenu. On parlait tout à l'heure du PIGE. Ça a mis un certain temps, effectivement, pour se mettre en place. Mais le PIGE a été c'est bien lancé maintenant. C'est bien lancé. Le soutien aux animations, c'est bien lancé. Le soutien auprès des clubs sportifs ou des associations culturelles, c'est bien lancé. Il y a plein de choses qui sont lancées. Donc oui, moi, je reviens sur le côté optimiste. Soyons optimistes. Ça va peut-être pas assez vite. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Demain, ce que vous voulez faire, ce que vous n'avez pas fait, c'est quoi, Raphaël Rapin ? Alors d'abord, je vais répondre oui. Juste au terme de moyens. Oui. En termes de moyens, ça me permet de préciser que lorsqu'on est 5 aujourd'hui salariés à la communauté de communes, parce qu'on a un vecteur enfance-jeunesse, prévention, etc., qu'il y ait vraiment un champ politique identifié par les communes, par les membres des communes au sein du conseil communautaire, bah oui, c'est une force. Voilà, c'est des moyens. C'est des moyens qui sont mis à notre disposition à travers effectivement le prélèvement de l'impôt, par rapport effectivement à des redevances, par rapport à plein de choses. Voilà, donc on se doit d'une part d'être décideurs politiques et donc acteurs, répondre aux besoins des habitants. Et donc oui, là-dessus, la communauté de communes continue à développer ses activités. Après, qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Il y a tellement de choses qui auraient à faire. Qu'est-ce que vous voulez faire demain ? Vous avez un objectif ? Ça serait lequel ? Personnel. Pour la communauté de communes. Pardon. Pour la communauté de communes. Bah, écoutez, si le transfert effectivement des 0-3 ans se fait, ça veut dire que... Ça va se faire alors ? Ah, je ne suis pas sûr du tout. Non, mais il y a vraiment aussi... Dites-moi tout, ça va se faire. Ah ben, moi, j'espère que ça se fera. Après, les modalités de comment ça va se faire, pour moi... Ça veut dire que le service va s'agrandir sur le plan communautaire ? Ça veut surtout dire qu'à un moment donné, les habitants auront un guichet unique. Ouais. Un guichet unique, même si c'est leur mairie. Il ne faut pas confondre guichet unique et un lieu unique. Très bien. Mais un guichet unique auquel, effectivement, lorsque vous allez être jeune parent, par exemple, et que vous aurez besoin de reprendre votre activité professionnelle après la naissance et le congé maternité, vous trouverez quelqu'un qui vous dira, ben voilà, votre mode de garde, il peut être de ce type-là ou de ce type-là. Vous aurez des places là ou là. Et vous aurez un choix aujourd'hui. Et ça, c'est hyper important. Et ça, tous les élus aujourd'hui le partagent. Comme je vous dis, les freins, c'est effectivement de se dire, moi qui étais volontariste dans une politique, est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas le denier de ma commune qui va finalement contribuer d'une manière excessive au fonctionnement de ce service ? Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Bon. Et demain, c'est quoi votre objectif ? Personnel ou... Toujours en étant président. Parce qu'on l'a vu, l'objectif de votre commune, Guissény, c'est le dialogue, le bien-être, etc. On le voit. Et le côté sur le plan communautaire ? Sur le plan communautaire, effectivement, c'est pareil. C'est l'écoute, l'entente. Alors après, d'une manière très personnelle, ce que je dis souvent, c'est que... Je suis sûrement un bon laboratoire parce qu'effectivement, je n'ai pas fait beaucoup d'études, donc je n'ai pas forcément les manières très conventionnelles d'apporter les sujets, parce que des fois, je trouve effectivement que ça ne va pas assez vite, mais je trouve qu'on a quand même une écoute entre nous, qu'on a des élus, même s'il y a des moments donnés, étaient sur des positions pas forcément... voilà, on sait se raccrocher depuis très très longtemps, c'est ce que je dis souvent dans ce pays-là, on a cette capacité à travailler ensemble et depuis très très longtemps, lorsqu'on a voté, disons pas nous, mais lorsque le législateur a voté la loi NOTRe, je me suis demandé pourquoi il l'a voté pour l'ensemble de l'Hexagone, sachant qu'on était déjà un territoire où on savait travailler ensemble et on savait mettre les sujets sur la table. Donc voilà, moi j'ai plutôt confiance dans nos gens, ce qui font aussi ces élus-là, qui sont en capacité, alors plus ou moins, de poser les choses en fonction effectivement de leur parcours. Mais oui, on est à l'écoute l'un de l'autre, on essaye de comprendre, de considérer l'autre et ça marche plutôt pas mal. Raphaël Rapin, je vous remercie. On arrive à la fin de notre entretien. Je vous donne le mot de la fin. Écoutez, moi d'abord j'ai envie de souhaiter de très bonnes vacances aux auditeurs de on va dire du pays de l'Esnevin Côte des Légendes.
qui continue à écouter la très belle radio sur le 95.9, parce que je pense que c'est important. J'allais vous poser la question à chaque invité, justement. Est-ce que vous soutenez cette radio locale ? J'ai envie de vous dire non, vous le savez très bien. Alors c'est oui. Vous le savez, oui. Voilà. Pour moi, très, très clairement, et on l'a déjà évoqué, c'est un vecteur de communication hyper important. Et donc, il faut effectivement qu'il puisse continuer à l'être. Donc, il le sera si effectivement on fait des émissions et une programmation, on va dire, qui répond aux besoins, on va dire, de l'habitant. Mais au même titre, j'inviterai l'habitant à se retourner vers la radio. Et comme je dis souvent, pour faire de la politique, il faut aussi être acteur, de dire ce qu'ils attendent aussi de la radio. Les élus peuvent effectivement soutenir la radio, mais si les habitants n'en ont pas envie, ça ne fonctionnera pas. Et donc, c'est tout le sens qu'on peut y mettre. Vous êtes souvent présent, en tout cas la radio, vous-même, M. Brunner, sur toutes les manifestations et sur la reconnaissance et la valorisation de tous ces gens, ce qui donnent tout au long de l'année sur l'attractivité de notre territoire. Donc effectivement, moi je ne peux que soutenir ce genre d'initiative. Et donc effectivement, mon second vœu, c'est que cette radio effectivement puisse vivre et continuer à vivre. Mon troisième vœu, c'est de vous saluer officiellement, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir le faire officiellement dans quelques mois, mais je sais que la voix du pays va changer dans quelques temps, mais voilà, de saluer aussi votre collaboration, parce qu'effectivement... 28 ans. Je ne vous ai pas connu 28 ans, mais elle aura en tout cas été dense, intense, et effectivement, elle m'aura permis aussi d'entendre d'autres acteurs se poser, moi me forger effectivement dans mes choix. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié de travailler à côté de vous, de temps en temps d'être taquiné, ce qui m'obligeait effectivement à mieux répondre et peut-être à mieux expliquer les choses, pourquoi on les faisait. Donc oui, voilà. Et puis le quatrième vœu, c'est bienvenue à tous. Merci à vous, Raphaël Rapin. Je rappelle que vous êtes monsieur Raphaël Rapin, le maire de la commune de Guissény, vice-président communautaire de la communauté Les Nevinco des Légendes, en charge de la compétence enfance, jeunesse et famille. Raphaël Rapin, je vous remercie. J'ai un mot à vous dire. Monsieur le maire, continuez. Merci. Merci à vous.